Bonjour, bonsoir à tous, suivant la doigt d'où vous nous recevez dans le monde. À suivre un nouvel épisode de IJC, le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir. Vous le savez, IJC, le podcast, chaque épisode, c'est une séquence d'environ une demi-heure qui arrive chez vous le lundi, midi, heure d'Haïti. Je m'appelle Israël Jackie Cantave. Voici le thème de l'épisode d'aujourd'hui. L'oncle Sam derrière le chaos. Cela aurait pu être le scénario, le titre d'un film hollywoodien. Mais ce que vous allez entendre dépasse de loin un scénario de science-fiction. On aurait pu remonter bien loin dans l'histoire d'Haïti pour faire la démonstration de l'implication des États-Unis dans le chaos qu'on constate aujourd'hui en Haïti. Mais comme IJC, le podcast, est circonscrit dans une période bien déterminée, on va donc considérer cette période-là et on va s'y tenir. Bon, allons faire les choses avec un peu de méthode. On va considérer deux phases dans cette démonstration avec deux postulats différents, complètement différents, de l'oncle Sam dans l'histoire d'Haïti. D'abord, on va considérer le choix de Martelly. Ensuite, on va considérer la mort de Jovenel. Mais avant d'arriver à ces deux points, il convient quand même de faire une digression, une espèce de petite considération, même un survol sur la posture de l'oncle Sam dans le fléau qui ronge le pays actuellement, et ceci depuis plusieurs années maintenant, à savoir l'insécurité. Alors, bon, car il est l'insécurité, car il est le banditisme, il y a des gens qui est le gangstérisation, il y a des gens qui est le terrorisme. Bon, en tout cas, appellation, c'est pas ça vraiment qui est essentiel. Ça nous constater, c'est que un groupe nègre ak femme qui gagne zam illégal nan men yo, qui fait ça yo vle ak zam ça, le yo vle, sans yo pas gen compte pour rendre à personne. Bon, maintenant si n'a demandé côté zam ça sorti, puisque nous connaissons en Haïti pas gen côté yo fait zam. En Haïti pas gen côté yo vend zam libe même gens avec en pile état aux États-Unis. Enfin, depuis plusieurs années, Haïti en bas go zam. Donc ça veut dire même si tu as dit zam ta rentré légalement, pas vraiment gen moyen, puisque un citoyen tant que ti Jacques, ti Jean, ti Pierre qui t'a besoin de rentrer 11 âmes pour sécurité personnelle li, pour sécurité privée, li pas gen possibilité pour faire rentrer, puisque Haïti sous question embargo zam. Donc, tout moyen légal pour zam ta rentrer en Haïti pas existé. Nous pas fait zam en Haïti. Donc, zam yo sorti yon côté. Seule autorité qui cap commander zam en Haïti, c'est la police. Mais là, li fait sous contrôle communauté internationale là, c'est-à-dire
Si Haïti besoin matériel, c'est dans main yo, le fait commande et c'est eux même qui livrent le lit. Donc, qui côté ça mieux sorti et comment yo fait atterri en Haïti. Information nous toutes disposées et qui montrait clairement majorité zam qui rentraient en Haïti sorti ou bien aux États-Unis, particulièrement en Floride, ou bien Saint-Domingue. Des fois, Jamaïque tout. Mais majorité zam sorti en Floride. Plusieurs conteneurs zam que yo kembe en Haïti, plusieurs conteneurs zam qui rivaient en Haïti, yo sorti particulièrement dans Floride, Fort Lauderdale, Port Everglades, ou bien dans Miami Beach. Autant autorité américaine yo gen contrôle ça k'ap rentré la caillou, c'est autant aussi yo gen contrôle ça k'ap sorti la caillou. Et dans dernier moment ça yo nous connaît et ceci depuis un bon bout de temps, c'est pas ni 2 ni 3 ni 4 conteneurs zam qui débarquaient en Haïti saute dans côte Floride là. Source circuit zam nan sorti dans Floride. Alors, vous pensez si yo te vle couper circuit a, si yo te vle couper sous zam nan, yo pas capable? Ça c'est en amont. Mais en aval kounya, n'a ki gen zam yo kote yo à terre dans pays a. Yo nan figi ambassade américaine tout près. Bon, yo même fait pire. Yo kidnappé américain. Nous songez, missionnaire américain yo. Yo séquestré journaliste américain. Yo touye ressortissant américain. Et yo négocié avec ambassade américaine pour yo remettre yo corps moun ressortissant américain qui mourir. Et puis, pourquoi les États-Unis dit tout, depuis gagner des transactions illicites qu'a fait avec l'argent américain, que ce soit drogue, kidnapping ou n'importe quelle transaction illicite, depuis ça que l'argent américain le fait, pourquoi les États-Unis dit li gen droit pour le fourrer bouche li dans ça? Mais majorité kidnapping yo, rançon yo, c'est l'argent américain. Donc, ou pensez, si tonton Sam te vle poser la patte sous gang yo et fini à question insécurité, banditisme, gangstérisation, kidnapping ou bien terrorisme, ou pensez si yo te vle yo pas capable? Cela fait partie de la mise en place du chaos. Venons-en maintenant à la démonstration que je vous ai promise dans le préambule de l'épisode. Je vous ai dit de retenir 2 postulats de l'oncle Sam par rapport à Haïti. 1, le choix de Martelly. 2, la mort de Jovenel. Le choix de Martelly. Nous sommes le 7 décembre 2010. Le Conseil électoral provisoire de Gaillot d'Orsainville et Pierre-Louis Aupont proclame les résultats préliminaires des élections présidentielles. Dans ces résultats, Mirland Maniga arrive en tête avec 31% des voix. Jude Célestin arrive en deuxième avec 22% des voix. Et Michel Martelly arrive en troisième avec 21% des voix. C'était les résultats préliminaires du Conseil électoral provisoire le 7 décembre 2010. La proclamation de ces résultats provoque
des manifestations en Haïti. De nombreux secteurs dénoncent des fraudes en faveur du candidat à la présidence Jude Célestin, candidat du pouvoir en place à l'époque, soutenu par le président René Préval, président sortant. Jusque-là, rien de très surprenant, rien de très alarmant, puisqu'il y a toujours eu des rumeurs de fraude dans les élections en Haïti. Il y a toujours eu plus ou moins des cas de fraude dans les élections chez nous. Toujours, soit des fraudes, soit des irrégularités. Donc, vous comprenez que les fraudes électorales dont on parle seraient en faveur du candidat du président sortant, c'est-à-dire de Jude Célestin. Donc, il n'y a pas de Michel Martelly du tout dans l'équation. Donc, ce qui fait que, conjointement avec d'autres candidats, je crois qu'ils étaient 10 ou 12 ou 13, je ne m'en souviens plus, Michel Martelly lui-même, dès la fin du scrutin, demande que l'élection soit annulée pour cause de fraude massive. Mais il va changer d'avis puisque le lendemain, il va recevoir un appel du représentant du secrétaire général des Nations Unies en Haïti à l'époque, Edmond Mulet, qui lui dit, écoute, ne t'en fais pas. Les résultats tels qu'ils ont été publiés vont être modifiés. Tu seras au second tour. Donc, on se souvient que la photo des candidats malheureux, des candidats qui avaient contesté cette élection, cette photo avait fait le tour du pays et Michel Martelly était dans cette photo. Sauf que 24 heures après, il allait se retirer parmi les candidats contestataires. Il se retire de la coalition des candidats perdants en attendant que la communauté internationale lui dicte les nouveaux résultats. Dans le même temps, les rues sont à feu et à sang dans le sud du pays, dans l'ouest, dans la zone métropolitaine particulièrement. Et c'est là que la communauté internationale va entrer en scène. D'abord, l'OEA, bien aidé par les États-Unis, il faut le dire, lance ce qu'on appelle en politique et en communication aussi, un ballon d'essai. Un premier communiqué est publié pour expliquer que les résultats du premier tour ne reflètent pas la sincérité des urnes. Ça, c'est une formule. C'est une formule politique. C'est une formule en communication politique que les instances de la communauté internationale utilisent souvent. L'OEA propose donc d'éliminer pour le second tour le candidat du président sortant, le candidat du pouvoir, Jude Célestin. Le ballon d'essai est lancé. Le corps groupe, vous le savez, c'est une espèce de groupuscule formé par l'ensemble des représentants diplomatiques étrangers, l'ensemble des ambassadeurs étrangers accrédités en Haïti. Ils ont formé une espèce de truc qu'on appelle le corps groupe. Et quand le corps groupe parle, c'est la voix de la communauté internationale en Haïti. Donc, le corps groupe, les États-Unis en tête, emboîtent le pas au communiqué de l'OEA. Après, les principaux partenaires financiers internationaux qui interviennent en Haïti, et là,
c'est du lourd, hein? La Banque mondiale, la BID, l'Union européenne, les agences des Nations unies, le FMI. Ils rejoignent les rangs et font pression sur René Préval pour qu'il élimine son poulain Jude Célestin. Edmond Mulet, en personne, se rend au palais et fait comprendre à René Préval que les dés sont désormais jetés et que le second tour des élections sera tenu entre Mialad Maniga d'un côté et Michel Martelly de l'autre. Préval ne veut pas céder et malgré les menaces à peine voilées de Edmond Mulet, Préval reste droit dans ses bottes et dit qu'il ne va pas éliminer son poulain Jude Célestin. Si on lit livre qui relaie l'échec de la communauté internationale en Haïti, qui publié en 2015 par Ricardo Seitanfus. Cela dit, Ricardo Seitanfus, c'est pas un journaliste haïtien, c'est pas un membre de l'opposition, c'est pas un observateur électoral, c'est quand même l'ancien représentant spécial de l'OEA en Haïti et qui travaillait justement comme représentant spécial de l'organisation en Haïti à cette époque des élections. Monsieur expliquait comment Edmond Mulet, chef Nations Unies en Haïti, chef MINUSTA à l'époque, à tout corps groupe là, t'as fait pression sur René Préval pour éliminer Jude Célestin dans la cause présidentielle là. Il dit, monsieur, au même aller dans le palais, il a menacé le président René Préval pour lui dire, s'il pas voulait changer le résultat, bon avion qui déjà sous tarmac aéroport international Toussaint Louverture, captain ni, il a juste exilé le même j'ai été fait pour Jean-Bertrand Aristide. Malgré tout, René Préval résistait. Mais le 30 janvier 2011, est-ce que il y a des gens qui songeait date ça? Bagay la pral prend une autre phase. Là ça c'est Hillary Clinton en personne. À ce moment-là, secrétaire d'État américain, ministre Affaires étrangères, chef diplomatie américaine, li font visite éclair en Haïti, joue ça. Même pas 24 heures de temps, 6 heures de temps visite la durée. Il rencontre René Préval dans le palais. Il rencontre groupe candidat malheureux. Et puis, il exige un deuxième tour entre Mialad Maniga et Michel Martelly. Même parti unité supporter Jude Célestin dans l'élection ça puisque unité c'est plateforme que le président Préval a créé. Eh bien, même parti unité a obligé font communiquer pour le dire li retirer soutien à Jude Célestin, il demande Jude Célestin tout la colle by Michel Martelly place là. Donc comme vous le savez, le second tour a donc eu lieu le 20 mars 2011 et Michel Martelly est élu président le 4 avril. Et là, la communauté internationale, à l'unanimité, les États-Unis en premier lieu,
a applaudi des deux mains l'accession de Michel Martelly à la présidence. Et le premier voyage de Michel Martelly comme président de la République, avant même sa prestation de serment, puisque prestation de serment était prévue pour faire le 14 mai, eh bien, le premier voyage du président Michel Martelly a été pour aller voir l'oncle Sam. Reçu en grande pompe, déjeuner avec Hillary Clinton, point de presse conjoint. Tout le monde s'est satisfait et s'envoie des fleurs. Le chef de la diplomatie américaine à l'époque, Hillary Clinton, avait même confirmé que les États-Unis seraient les principaux soutiens financiers d'Haïti. Les États-Unis resteront aux côtés d'Haïti. Et en regardant Michel Martelly dans les yeux, elle a dit, Hillary Clinton, nous sommes derrière lui, nous sommes très enthousiastes. Le peuple d'Haïti a une longue route devant lui, mais les États-Unis seront avec vous tout au long de ce chemin. Et puis, pour confirmer toujours le choix de Martelly, souvenez-vous, c'est encore un ambassadeur américain qui a monté au créneau pour défendre le président haïtien soupçonné par un sénateur de détenir la nationalité américaine. Souvenez-vous, nous sommes en mai 2012. Michel Martelly est plus ou moins secoué par une espèce de scandale, puisqu'il y a une commission sénatoriale qui, chaque matin, commission ça a levé à parler de nationalité président. Les médias s'emparent du sujet. Le président convoque une conférence de presse le 8 mai et à ses côtés, il y avait plusieurs diplomates français, par exemple, américains, c'est sûr, Kenneth Merten. L'ambassadeur français Didier Lebret était là aussi. Et là, l'ambassadeur américain Kenneth Merten s'est exprimé en créole pour préciser que Michel Martelly est un citoyen haïtien. M. Merten a également révélé que, oui, M. Martelly avait remis sa carte de résidence au responsable de la représentation diplomatique américaine à Port-au-Prince. Un ambassadeur américain qui doit faire preuve de secret diplomatique, en tout cas, qui doit faire profil bas comme diplomate, se fend d'une conférence de presse pour innocenter le président, pour expliquer à toute la population que le président n'a pas la nationalité américaine. Il n'y avait plus aucun doute. L'oncle Sam avait choisi Michel Martelly. Deuxième postulat de l'oncle Sam, deuxième événement, on vient de voir le choix de Martelly. Voyons maintenant la mort de Jovenel Moïse. Que dis-je? L'assassinat de Jovenel Moïse. Haïti se réveille, choqué, puisque son président, Jovenel Moïse, 53 ans, 58e président d'Haïti, est assassiné chez lui à Pellerin 5. Les circonstances sont plus ou moins troublantes, mais ce que l'on sait par la suite, ce que l'on va savoir par la suite, c'est que le président a été atteint d'une vingtaine de projectiles, puis le cadavre a été mutilé
des os brisés, comme pour envoyer un message clair. Peu de temps après, ce que l'on va savoir aussi, c'est qu'une vingtaine de Colombiens vont être arrêtés. Certains membres des unités de sécurité du président vont l'être aussi. On finira par découvrir que ce crime était planifié, préparé, organisé aux États-Unis par une entreprise de sécurité basée à Miami appelée CTU. Corporate Training Unlimited. Cette entreprise, CTU, est dirigée par Antonio Intriago. C'est lui qui, suivant ce que nous disent les informations en provenance des États-Unis, puisque ces informations sont le plus souvent, les informations relatives à l'assassinat de Jovenel Moïse, sont le plus souvent diffusées par Miami Herald. On nous dit que c'est lui, Antonio Intriago, le président de CTU, qui a embauché les mercenaires colombiens. C'est sa compagnie qui leur a fourni le matériel nécessaire et adéquat pour perpétrer le crime. C'est dans ces locaux à Miami que se sont tenues les réunions préparatoires à la perpétration du crime. On a fini par découvrir aussi que l'assassinat a été exécuté par plusieurs mercenaires, américains aussi, qui étaient soit des agents dormants de la CIA, soit des agents en service de la DEA. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, les informations, tout de suite après la mort de Jovenel Moïse, disaient que sur la cour de la résidence du président, le soir du 6 juillet, le fameux soir de l'assassinat, les voix entendues dans le haut-parleur de l'équipe d'intervention avaient bien affirmé qu'il s'agissait d'une opération de la DEA. Ça, pour moi, c'est un premier faisceau de faits troublant. Deuxième faisceau de faits troublant. Dans les jours qui ont suivi l'assassinat de Jovenel Moïse, une équipe du FBI est arrivée en Haïti pour diriger l'enquête. Elle se rend sur les lieux du crime, c'est-à-dire dans la résidence du président à Pellerin-5, dont les portes de cette résidence étaient sous-scellées par les autorités judiciaires haïtiennes. C'est normal, puisqu'un crime venait d'être commis là, dans cette résidence. Les enquêteurs du FBI ont forcé les verrous de la résidence. Ils ont emporté des documents sensibles. Ils ont empêché l'accès aux autorités haïtiennes à la résidence. Mais ces mêmes enquêteurs du FBI ont accompagné la première dame à venir récupérer dans cette même résidence des affaires dites personnelles. Cette même Martine Moïse, la femme du président, qui, cela dit en passant, a échappé de justesse à la mort, on ne sait pas par quel miracle,
Elle a pu se glisser en dessous du lit, dit-on, pour ne pas se faire remarquer par les mercenaires. Elle a quand même reçu 2 ou 3 projectiles. On ne sait plus combien, et on ne sait plus si c'est dans le bras droit ou dans le bras gauche. Mais on nous dit aussi, pour ceux qui savent entrer dans la chambre du président, que le lit du président, en dessous du lit, il y avait des tiroirs. Donc, le lit était un peu compartimenté. Il n'y avait aucun moyen de se glisser en dessous du lit. Je n'ai jamais été dans la chambre du président. Certes, j'ai été à sa résidence, mais je n'ai jamais été dans sa chambre, donc je ne peux pas savoir. Mais certaines personnes qui ont fréquenté la chambre une fois ou deux ont dit qu'il n'y avait pas moyen de se glisser en dessous du lit. Toujours est-il que l'assassinat de son mari, depuis cet assassinat, Martine Moïse se trouve aux États-Unis sous la protection ou sous la surveillance du FBI. Et je crois savoir, depuis les dernières informations que j'avais sur l'ancienne première dame, qu'elle allait être dédommagée, nous dit-on, à hauteur de 10 millions de dollars. On ne sait plus trop si c'est pour service rendu, parce que normalement, en matière d'enquête criminelle, et ça, le b.a.-ba de la criminologie nous le dit, en matière d'enquête criminelle, le survivant est souvent le premier suspect, d'autant qu'il s'agissait de mercenaires. Mais en fait, les mercenaires, quand ils viennent pour perpétrer un acte, ils ne le font pas à moitié. C'est pour moi un deuxième faisceau de faits troublant. Troisième faisceau de faits troublant. Dans cette affaire Jovenel Moïse, presque tous les suspects importants sont bien au chaud aux États-Unis. La plupart sont américains ou travaillent pour l'une des agences à 3 lettres, et c'est le cas des 4 hommes arrêtés en Floride le 14 février 2023. L'opérateur à la CTU, Arangel Pretel Ortiz, 50 ans. Le ressortissant colombien et résident permanent américain à Miami. Le propriétaire de Corporate Training Unlimited, Antonio Entriago, je viens de vous en parler. Et un Vénézuélien américain qui vivait à Miami. Sans oublier le financier américain Walter Ventimiglia de Weston et Frédéric Bergman de Tampa. D'autres sont jugés avec beaucoup plus de célérité, ont plaidé coupables pour bénéficier de réduction de peine, et les principaux procès-verbaux, les principales auditions sont tous tenus secrets, et les documents qui ont été récupérés dans la résidence du défunt président sont classés secret défense. Donc, mis sous scellé aux États-Unis pour une période d'une 20aine d'années. Si d'aventure un suspect est arrêté en Haïti dans le cadre de l'assassinat de Jovenel Moïse, ou n'importe où ailleurs dans le monde, il est immédiatement transféré aux États-Unis pour éviter qu'il ne parle. Et là, il y a des noms. Christian Sanon, James Solage, Joseph Vincent,
Germán Rivera, Mario Antonio Palacios, Rodolphe Jarre, John Joel Joseph, Samir Randall, et j'en passe. Donc pour moi, ces trois faisceaux de faits troublants, en tout cas pour le moins, mais somme toute concordants, démontrent, s'il en était besoin, que l'oncle Sam est trempé jusqu'aux os de l'assassinat de Jovenel Moïse. Au pire, l'oncle Sam a organisé cet assassinat, l'a planifié et exécuté. Au mieux, l'oncle Sam l'a su, l'a vu et a laissé faire. Mais alors, pourquoi? Là, à ce stade de mon récit, je vais essayer de vous livrer mon analyse. Elle peut être subjective. À plusieurs reprises durant son mandat, Jovenel Moïse s'est fait taper sur les doigts par l'oncle Sam. Soit pour des propos qui pouvaient prêter à équivoque, soit pour des maladresses diplomatiques. Mais au début de l'année 2021, le président haïtien a, selon les maîtres du monde, poussé le bouchon un peu trop loin. On le lui a reproché. Mais qu'est-ce qu'on lui a reproché exactement? En 2021, des contacts ont été initiés entre le ministre haïtien des Affaires étrangères, Claude Joseph, et son homologue turc, Mevlut Cavusoglu, en vue d'un renforcement des relations diplomatiques entre les deux pays, la Turquie et Haïti. Je peux vous en parler, puisque j'étais conseiller spécial de Claude Joseph à l'époque. La Turquie avait trouvé dans cette demande une espèce d'opportunité de mettre un pied à l'étrier international, mais un pied-à-terre dans cette partie du monde et de soigner du coup ses relations internationales. Les contacts se sont poursuivis entre Claude Joseph pour la partie haïtienne et Mevlut Cavusoglu pour la partie turque. Je peux vous l'affirmer, je peux vous le garantir parce que, encore une fois, je vous l'ai dit, j'étais témoin. C'était des rencontres Zoom et c'était à mon équipe de préparer la salle, de préparer le matériel technique pour ces rencontres. Les deux hommes se parlaient pratiquement une fois par semaine parce que les possibilités, les potentialités de renforcement, de coopération avec la Turquie étaient réelles. Et en avril 2021, lorsque Claude Joseph est devenu Premier ministre à I, en remplacement de Joseph Jout, les contacts se sont intensifiés. Les contacts se sont accélérés et les deux hommes ont convenu d'une rencontre d'État entre les présidents Jovenel Moïse et Recep Tayyip Erdogan. Alors, ce rapprochement n'a pas du tout plu aux États-Unis, d'autant que les deux présidents ont réussi à se parler et ont convenu de se voir très bientôt. Jovenel Moïse devait se déplacer pour aller en Turquie. Et c'est ainsi que le 17 juin 2021,
à l'invitation du président Erdogan, qui a dépêché un jet privé à Port-au-Prince, Jovenel Moïse se rend en Turquie pour ce qui allait être une visite d'État, il faut le dire. Dans cette visite, en marge du sommet sur la diplomatie, avec pour thème « Diplomatie innovante, nouvelle ère, nouvelle approche », les deux présidents se sont rencontrés et ont discuté renforcement des relations bilatérales, ça va de soi, sécurité, énergie et économie. Jovenel Moïse, qui s'était fait accompagner par son ministre de la Défense, Jean Dorneval à l'époque, lui a fait signer un protocole d'accord avec le chef de l'industrie et de l'armement turc, incluant l'envoi de plusieurs contingents turcs en Haïti pour renforcer les compétences professionnelles de l'armée et de la police. Et c'est peut-être la goutte d'eau qu'il fallait pour déborder le vase. Déjà, dans le protocole d'accord, ça, t'es doué gagner arrivé de une douzaine ou une quinzaine de soldats turcs qui t'a venu faire partie de sécurité rapprochée de Jovenel Moïse. C'était comme ça que l'opération a commencé. Et ça, c'est ton bagage qui te prévoit pour deuxième semaine, mois de juillet. Je dis que c'est cette coopération, ce protocole d'accord peut être la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase parce que, initialement, le plan, c'est pas tuer Jovenel, vraiment. Le plan, c'était arrestation. Arrestation était programmée pour fait dans le moment Jovenel Moïse tape bien pour le tourner saute la Turquie. Il y a un groupe de mercenaires qui tape entraîné, préparé par CTUA. Il y a gain pour intercepter ancien président haïtien, en tout cas défunt président haïtien, dans un moment côté il tape quitté ton avion pour la non l'autre. Dans un moment côté l'étape font escale. FSB, service renseignement russe, dans tête collée avec service renseignement turc, service renseignement turc là relé Milli Ikşibarat Teşkilatı en abrégé MIT parce que nous connaissons tout service renseignement ça c'est des agences à trois lettres. Donc, FSB avec MIT, service renseignement russe et service renseignement turc, Tegentan prend connaissance de information ça, il a décidé changer plan vol retour président haïtien dans le moment où il saute la Turquie. Ça t'est épargné arrestation. À partir de ce moment, une fois qu'il a échappé à cette arrestation et on allait utiliser comme mobile pour cette arrestation, comme prétexte, j'ai envie de dire, trafic de drogue. Donc à partir du moment où il a échappé à cette arrestation, le plan a tourné à l'assassinat. Je vous le disais, l'oncle Sam ne lui a pas pardonné ce rapprochement avec la Turquie parce que, en quelque sorte, ce rapprochement avec la Turquie était un rapprochement avec l'axe triangulaire selon
les États-Unis, qui est constitué de la Turquie, de la Russie et de la Chine. En conclusion, l'oncle Sam ne supporte pas de ne pas avoir le contrôle, la mainmise. L'oncle Sam veut toujours avoir un dossier pour chaque personnalité politique, avec la possibilité de présenter ce dossier chaque fois que la nécessité se fait sentir. Dans le cas de Michel Martelly, c'est le trafic de drogue. Les États-Unis ont activé ce levier il y a quelques mois parce qu'il leur était nécessaire. Après la rencontre inopinée de Gary Coney, Premier ministre de la Transition, avec l'ancien président Martelly à Miami, mais surtout pour essayer de calmer un petit peu les ardeurs présidentielles de Michel Martelly dans la perspective des prochaines élections. Car, rendez-nous fous ou sages, si Michel Martelly est un trafiquant de drogue, ce n'est pas aujourd'hui que les États-Unis l'apprennent. L'oncle Sam le savait avant de nous le mettre à la tête du pays. Mais l'oncle Sam l'a fait quand même. À l'inverse, quand il n'a pas de dossier pour un Jean-Bertrand Aristide, par exemple, il organise des coups d'État contre lui, il tente de le tuer, il lui colle un agent de la CIA au quotidien pour espionner ses faits et gestes. Mais même chose pour Jovenel Moïse. Malheureusement pour lui, Jovenel Moïse, l'agent qui était censé le surveiller a ouvert la porte pour qu'on le supprime. Épisode 6 de la saison 2 de IJC le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec moi, lundi, midi, heure d'Haïti. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée sur notre IJC Group sur YouTube. Je vous laisse avec ce proverbe haïtien. Marcher chaché, pas jamais dormir sans souper. Ce podcast est désormais disponible sur notre page YouTube IJC Group, sur notre page Facebook IJC Group, sur notre page Instagram IJC Group, sur Spotify en audio et sur toutes les autres plateformes intelligentes. Continuez de vous abonner sur notre page YouTube en cliquant sur la petite cloche en haut et à droite. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et continuez de partager ce lien pour permettre à d'autres de nous rejoindre. Vous venez de suivre l'épisode 6 de la saison 2 de IJC le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir.